Le débat de ce Smart Impact, on va notamment parler du recul du Made in France. Je vous présente mes invités. Marie Fromentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la maison Prélonge et Olivier Redoulez, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directeur des études chez Rexecode. La maison Prélonge, en quelques mots, présentez-nous votre entreprise. Bien, c'est une marque française d'objets de décoration en fausse fourrure haut de gamme. En fait, on a une alternative aujourd'hui à la vraie fourrure. Et donc, on confectionne en France des plaids, des couvre-lits, des coussins à destination de nos clients. Alors, nos clients sont principalement professionnels, donc des boutiques de décoration et des architectes d'intérieur. Et pour des projets résidentiels ou hôteliers. Et pour ma part, j'ai repris l'entreprise il y a 4 ans et j'étais assez étonnée de voir que environ 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Ah ben justement, on va parler du Made in France, comment il est perçu à l'étranger et comment il est perçu par les consommateurs français. Vous avez publié avec Rexecode, Olivier Redoulez, votre rapport sur la compétitivité de la France en 2024. On va vraiment se concentrer sur le Made in France dans un instant, mais si vous deviez sortir une bonne et une mauvaise nouvelle générale, vous diriez quoi ? Alors la bonne nouvelle, c'est que si on prend l'ensemble des biens et services, c'est-à-dire ce qui compte au niveau macroéconomique pour regarder l'équilibre externe d'un pays, on est revenu à peu près au niveau de déficit qu'on avait en 2019, juste avant crise. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que ça s'est fait par un excédent exceptionnel de services de l'ordre de 50 milliards d'euros. Si on pouvait penser à une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a continué à perdre des parts de marché par rapport à l'ensemble des autres pays européens à l'exportation et qu'au final, notre retour, notre résorption du déficit record qu'on avait observé au moment de la crise du Covid, c'est plus par moins d'importation que plus d'exportation. Oui, effectivement. Voilà. Et alors, il y a ce chiffre qui est sur une longue période, parce qu'on est sur un quart de siècle. C'est l'un des enseignements de vos rapports, on va dire. La part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro est passée de 18% en 2000 à 13% en 2024. Donc une baisse de 5 points. Est-ce que c'est une tendance régulière ? Est-ce qu'elle s'aggrave ? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce recul du Made in France ? Alors, ça a été une tendance régulière à peu près de 2000 à 2017. Oui. Ensuite, ce qu'on voyait, et on voulait croire aux effets positifs de la politique de l'offre, c'est une amélioration entre 2017 et 2019. Et ce que l'on perçoit aujourd'hui, c'est qu'on a de nouveau franchi une marge d'escalier par le bas avec la crise du Covid. Et là, on s'inscrit sur cette tendance de longue période. Alors, il faut bien voir que cette tendance, elle touche la France, mais elle ne touche pas les autres pays. Les autres pays, ils ont soit augmenté leur part de marché, soit se sont maintenus. La France, en fait, sous-performe la plupart de ses grands voisins européens. C'est quoi ? C'est une perte de compétitivité ? Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a sans doute pas mal de facteurs. Il y a un sujet de compétitivité, effectivement. Il y a le fait que aussi un sujet de spécialisation. En fait, on mène une enquête Rexecode depuis un certain nombre d'années auprès des importateurs, des acheteurs de 6 grands pays européens. On en interroge 500. On va sortir d'ailleurs la prochaine édition très bientôt. Les résultats ne sont pas encore prêts. Mais ce que l'on a vu au fil des éditions de cette enquête, c'est que pour le faire simple, on avait des prix assez proches du niveau allemand, mais pas la qualité allemande. Et donc, en fait, le rapport qualité-prix nous situait assez de manière défavorable à la fois par rapport à l'Allemagne, qui certes a des prix très élevés, mais a une qualité telle qu'elle peut se les permettre, mais sans être compétitif au niveau des prix comme nos partenaires et nos concurrents espagnols, italiens par exemple. Marie Fromentin, vous nous le disiez tout à l'heure, le Made in France, comment vous, à la dimension de votre entreprise, vous le voyez perçu à l'international ? Ça reste un label d'excellence ? Comment vous le percevez, ça ? C'est vrai que le Made in France est un vrai label du luxe. La France est le berceau du luxe, et ça remonte à Louis XIV lorsqu'il a créé la manufacture royale de tapisserie. Donc la mode et la décoration sont perçus à l'étranger comme quelque chose de luxueux, et lorsque je vais rencontrer des clients étrangers, c'est vrai qu'ils sont vraiment, c'est le premier argument, de se dire j'ai un produit unique, un produit différent. Et mes clients français, finalement, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus banal pour eux. C'est normal d'avoir un produit made in France. Et c'est pas mon premier argument. L'argument, ça va être plutôt on peut vous livrer rapidement, on est flexible, on va faire du sur-mesure avec vous dans les ateliers dans les Vosges.
Voilà, donc c'est pas du tout la même perception et je pense que la problématique aujourd'hui, c'est comment sensibiliser les Français à acheter français, même s'il y a une problématique de prix. Oui, j'allais y venir, mais très clairement. Ouais. Mais ça va être boule de neige, en fait. Ouais. Parce que vous dites l'argument, ça va être la proximité, la livraison, les conditions la qualité du produit, évidemment, et le prix. Donc, est-ce que ça, c'est un frein à l'achat ? Oui, pour les clients français, évidemment. évidemment. Un frein à l'achat. Effectivement, juste après le Covid, on a vu comme un engouement d'acheter français. Je pense que c'était médiatisé. Mais maintenant, il y a un problème de prix très clairement. Et pourtant, on est sur un produit qui est très luxueux, qui a vraiment une qualité supérieure par rapport à ce qu'on peut trouver importé d'autres pays. Alors là, on est sur le secteur du luxe, qui est, je ne sais pas si vous avez secteur par secteur dans votre étude, mais est-ce qu'on est vraiment sur une niche, quoi, même si c'est un secteur majeur qui pèse très lourd dans l'économie française, dans la capacité à exporter le Made in France, le luxe est hors catégorie d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire ça ? On a quelques grands secteurs qui sont très forts, dans lesquels on arrive à dégager des excédents très importants. Il y a effectivement le luxe, une partie des matériels de transport, l'aéronautique, il y a les médicaments. Ce sont 3 grands secteurs. Et puis aussi, c'est devenu assez médiatique depuis quelques temps, il y a aussi l'électricité. En fait, on exporte de l'électricité et on a augmenté ces exportations depuis la période d'avant-crise. Mais cela étant, la question qui se pose, quand on regarde l'équilibre entre le pouvoir d'achat et le choix des Français, c'est vrai que si on regarde les biens, les Français, ils achètent pour 1/3 seulement du français et 2/3 de l'étranger, les consommateurs français. Et ça, c'est en mettant tout ensemble. Mais si on prend des biens de plus ou moins durables, ils se reportent de plus en plus vers des achats étrangers parce que c'est moins cher. Il y a un vrai sujet de salaire. Mais le salaire, au fond, et ça nous renvoie aux questions de politique de l'offre. Qu'est-ce qui justifie des salaires élevés dans un pays comme la France ? C'est qu'on a un stock de capital très élevé. C'est ça qui fait en fait de la productivité du travail, qui est la source des salaires. Il y a la productivité du travail telle, mais notre niveau de compétence, par exemple, les ingénieurs français sont à peu près aussi bons que les ingénieurs italiens, roumains ou espagnols. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le stock de capital installé. Ça nous renvoie sur l'attractivité de la France au capital. Et donc, pendant des décennies, en fait, on n'y a pas prêté garde. En fait, on a accumulé un certain nombre de charges. On sait la rentabilité des entreprises, mais on le voit, c'est encore de nouveau le cas depuis quelques jours, a été une variable d'ajustement qui était un petit peu hors du débat public. Et du coup, s'il n'y a pas assez de capital, les salariés ne sont pas assez productifs et n'arrivent pas à dégager suffisamment de salaire et de pouvoir d'achat pour se payer ce qu'ils produisent en quelque sorte. C'est un peu un cercle vicieux en quelque sorte. Et là, ce qu'il ne faudrait pas pour les années à venir, c'est revenir en arrière d'une dizaine d'années où on a plus prêté que dans les décennies précédentes à l'attractivité, aux conditions de l'offre et au bon développement des entreprises. Et alors ce budget 2025 a couché dans la douleur, il risque d'aggraver la tendance ? Alors oui, là, les mesures, on a un budget qui est quand même centré surtout sur la fiscalité, c'est ça l'ajustement budgétaire. Les mesures d'économie des dépenses, c'est des économies par rapport à une tendance croissante de la dépense, mais là où vraiment, par rapport à l'année précédente, on réduit le déficit, c'est quand même sur les impôts, c'est surtout sur les impôts sur l'entreprise, autour de 13 ou 14 milliards, et vous avez des sujets de coût du travail, vous avez la surtaxe d'IS, vous avez des questions aussi d'impôts de production, qui non seulement on met pause sur la baisse de la CVAE, mais en plus on autorise les collectivités territoriales à augmenter le versement de transport. Donc au final, on a une inflexion, un retour en arrière, un retour de balancier en arrière sur la politique de l'offre qui avait été enclenchée par le rapport Gallois en 2013. Et c'est un peu frustrant parce qu'en fait, on a beaucoup investi collectivement pour développer le Made in France. Et là, on le remet en danger et on risque de mettre à néant une dizaine d'années d'efforts collectifs. Ouais. C'est le discours que portait le patron de LVMH qui disait, à son retour des États-Unis, quelle folie, on est en train de taxer le Made in France. C'est 6 mois d'incertitude budgétaire là, à votre niveau de chef d'entreprise. Comment vous l'avez vécu, le fait de ne pas avoir de budget, de ne pas avoir de cap ? Est-ce que vous avez senti un coup de frein ? Exactement. On a vraiment senti des clients professionnels dans l'immobilier, du coup, qui sont attentistes, qui attendent de savoir. À l'étranger, évidemment, c'était largement publié et nos clients nous demandaient alors
Avec un petit ton moqueur. Exactement, voilà, parce que la majorité de nos clients sont quand même américains et un petit peu asiatiques. Et puis, à l'échelle plus régionale, en France, donc l'atelier est actuellement dans les Vosges et on a du mal à recruter. On a du mal à trouver des talents, qu'ils soient fidèles, en tout cas, à l'entreprise. On les forme, mais... il faut Alors ça, c'est quand même un des paradoxes français. Voilà. On a à la fois un chômage qui est en train de remonter et des entreprises qui continuent d'avoir du mal à recruter. Comment vous, encore une fois, au niveau de la maison Prelange, pourquoi vous n'arrivez pas à recruter? Il n'y a pas assez de salariés qui correspondent à ce que vous cherchez? Parce que vous dites on est obligé de les former, ou alors c'est une question de salaire, vous n'êtes pas en capacité, vu les charges que vous supportez, de leur offrir des salaires suffisamment attractifs. Comment vous l'expliquez? En fait, on va les chercher directement à la sortie de l'école. Et là, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus envie de travailler dans un atelier artisanal. Ils ont des rêves de grandeur, ou en tout cas pas des rêves français. Et c'est là où effectivement ces 6 derniers mois ont été capitales, c'est que ça n'a pas fait rayonner la France dans l'esprit des jeunes qui sortent d'école. Donc c'est pas forcément une question de salaire ou de sécurité de l'emploi, c'est plus le métier artisanal n'est pas forcément bien mise en avant. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.